Saint-Étienne, ils jouent en vert sur une pelouse verte. Donc des fois, je disais, pourquoi pas le ballon vert aussi? On ne partira pas à Lyon, c'est ferme, définitive et irrévocable, ok? Ils en ont un petit peu marre, quoi. Ils aimeraient bien que Saint-Étienne gagne à domicile. Je sais que c'est facile à dire, mais il serait temps, quoi. Qui êtes-vous, monsieur? Quel est l'intérêt de ce voyage pour vous? D'aller voir gagner les Verts. Salut à tous, on est très heureux de vous retrouver pour ce 5e numéro du FAP, le Forez Academy podcast. Alors c'est déjà le 5e épisode, on fait notre petit bonhomme de chemin sans prétention, mais avec l'envie de passer un bon moment à débriefer de l'actu des Verts. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous laisser des commentaires positifs et aussi à nous donner quelques conseils sur la manière de faire le podcast, alors merci à vous. Et surtout, n'hésitez pas, si, comme l'a dit Roland Gromerdy la dernière fois, lors du dernier épisode, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages et dédicaces qu'on passera volontiers dans nos émissions. Alors comme vous pouvez l'entendre, petit changement au niveau de la présentation sur cet épisode, puisque c'est Robert Binouzaret qui vous parle. Alors voilà, on va essayer régulièrement de changer les rôles dans l'équipe afin de donner la maximum la parole à tout le monde. Avec moi ce soir pour parler des Verts et comme chaque semaine, celui qui est secrètement fan de Kylian Mbappé, Roland Gromerdier. Salut Roland. Hello, hello. Tu vois la petite dédicace, merci à toi. Je pouvais pas piquer le salut, il est déjà copyrighté. Et donc celui qui pense qu'Arnaud Nordin a le niveau de Kylian Mbappé, j'ai nommé Gruger Rocher. Salut Gruger. Salut Robert. Alors pour ce 5e numéro du FAP, on a voulu tenter quelque chose en rendant le podcast un petit peu plus participatif et en vous demandant les sujets que vous aviez envie qu'on évoque à l'antenne. On vous avait proposé la semaine dernière sur Twitter un petit sondage avec les thèmes suivants. La formation au club avec un invité mystère, la tactique mise en place par Claude Puel, un sujet sur Nordin et Camara, mes deux joueurs préférés de l'effectif. Vous savez que c'est une petite blague, et un spécial voyance et prédictions par Gruger. Et c'est donc le sujet sur la tactique et les systèmes de jeu de Puel qui arrivait en tête et qu'on traitera donc dans la deuxième partie de ce FAP. Je sais que mes acolytes ont bien travaillé le sujet toute la semaine pour proposer un dossier complet, donc on verra ça tout à l'heure. Mais avant ça, dans la première partie du FAP, revenons sur l'actualité du club avec un tour d'horizon des infos marquantes de ces derniers jours. Le Forez Academy Podcast, épisode 5, c'est parti. C'est ça le foot, c'est simple. Jouez simplement, jouez comme vous savez. Mettez-vous dans vos meilleures dispositions, en respectant toujours le jeu. Et oui, en respectant toujours le jeu, puisqu'on va parler un petit peu tactique et jeu tout à l'heure, cette petite référence à ce discours mythique d'Aimé Jacquet lors de la Coupe du Monde 98. Alors dans les actus de cette semaine, on va revenir évidemment rapidement sur le match nul contre Reims. Encore un match nul à domicile. Puel déclarait lui-même après le match qu'on ne pouvait pas se satisfaire de ce match. Donc voilà, rapidement, toi Roland, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match nul? J'ai été déçu, comme beaucoup, je pense. J'ai regardé le match tranquillement chez moi, quoi. Et j'ai trouvé que c'était très mou et que ça n'avait pas démarré avant la 70e. J'ai d'ailleurs tweeté à la 70e que le match, j'attendais toujours qu'il démarre. Et dans la minute qui a suivi, c'est Reims qui a ouvert le score sur un magnifique marquage de la défense stéphanoise. Je crois que c'est même Abi qui laisse partir le joueur de Reims. Et donc, voilà, le match était enfin lancé. Et puis, bizarrement, les Verts ont commencé à monter d'intensité dans leur course, dans leur pressing. Et ils ont réussi à égaliser un petit peu miraculeusement, j'ai envie de dire. Mais voilà, pas convaincu par la prestation des Verts, même si on aurait pu arracher la victoire dans les dernières secondes avec Bonga. Mais vraiment déçu, quoi. Une prestation qui ne restera pas dans les annales, là. Alors effectivement, alors la bonne nouvelle, c'est que les autres équipes situées un peu dans la deuxième partie de tableau n'ont pas gagné non plus. Donc on va dire qu'on pourra se contenter de ça. Et toi, Grugier, de ton côté, même bilan sur ce match? Ouais, même bilan exact. En première mi-temps, les joueurs, ils sont pas allés mordre dans les mollets adverses et ça a ronronné. Et effectivement, quand tu vois que passé l'heure de jeu, on arrive à se créer des occasions à se créer des occasions, en tout cas, être beaucoup plus présent dans la moitié adverse.
et que bah voilà, on a quand même ce but parce qu'on a beaucoup de présence dans la boîte. Abi était rentré, franchement, il n'était pas dans son match. Et puis, bah, il est au bon endroit au bon moment. Et derrière, bah, il y a l'occasion de Banga, mais il y avait eu d'autres semblants d'occasions aussi. Donc, lorsque on pousse, on peut battre des équipes comme Reims. Mais là, il n'y avait pas le mental. Alors on a vu que sur ce match, Claude Puel a tenté plusieurs dispositifs tactiques. D'abord en première mi-temps avec un milieu à 3 avec Gronadouat, et puis un changement pour essayer de mettre un peu plus de densité devant, en sortant donc Lucas Gronadouat et en passant à deux milieux avec Camara Neyou. Et justement, on reviendra, donc, comme je le disais, dans la deuxième partie du FAP sur ce sujet un peu plus tactique et voir quelles sont les incidences et les choix de Puel qui sont faits depuis le début de la saison. On peut peut-être rapidement parler du niveau d'Anthony Modeste. Est-ce que c'est peut-être un peu tout pour le juger, mais bon, on voit Charlaby qui marque plusieurs fois, qui marque en étant remplaçant. C'est un peu plus dur pour Modeste. Roland, ton avis là-dessus? Bah, moi, Modeste, en fait, je le vois jouer sur le terrain, donc on sent qu'il a du ballon, on sent que les déplacements sont bons. Par contre, c'est la finition, c'est le dernier geste qui va pas. Il a eu deux ou trois belles occasions sur lesquelles il s'est loupé, en fait. Il a pas cadré, ou alors il a carrément loupé la balle. On sent que c'est vraiment dans le dernier geste qui pêche pour l'instant, donc il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là dans la semaine. Mais le problème, c'est qu'il est que prêté, il sera là pour 6 mois et on n'a pas envie qu'il commence à être performant en avril, quoi. On a besoin de lui maintenant. Donc malheureusement, j'ai envie de dire que s'il commence enfin, on va pas lui laisser encore 1 mois et demi pour qu'il se remette à marquer, quoi. Ça sera trop tard. Donc il nous faut des buts maintenant, on en a besoin. Et ben j'espère qu'il va réussir à retrouver un peu l'instinct du tueur et puis à la mettre dedans une bonne fois pour toutes, quoi. Ouais, comme tu dis, on va en avoir besoin pour cette fin de saison. Tu es d'accord aussi là-dessus, Roger? Ouais, clairement. Et un truc qu'a pas souligné Roland, c'est que d'un point de vue physique, je trouve qu'il y a un souci. Il est encore très émoussé. On l'a vu sur certaines actions où il a 1 ou 2 mètres d'avance sur le défenseur et il n'arrive pas à accélérer et il se fait vite reprendre alors qu'il avait fait le bon appel. Clairement, ces appels, on n'a pas d'appel aussi bon à Saint-Étienne cette saison. Mais voilà, il manque de jus à l'accélération et en plus à la conclusion des actions, comme disait Roland. Voilà, donc ça sera un vrai sujet effectivement à suivre là sur les prochains matchs du niveau d'Anthony Modeste. Je pense qu'il va falloir qu'il marque rapidement pour se mettre en confiance et aussi montrer à ses partenaires qu'il est venu aussi pour ça. L'autre sujet effectivement dans les actus aussi de cette semaine, c'est pas du football, mais c'est important à Saint-Etienne. Comme vous le savez, la semaine a été marquée et le match contre Reims a été marqué par la présence des supporters à l'initiative des Magic Fans devant le stade avant le match. Voilà, ça fait vraiment du bien de voir cet attroupement et les supporters vraiment mettre l'ambiance en cours et encourager les joueurs avant le match. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut espérer un retour des ultras dans les stades d'ici la fin de saison? Grugy, est-ce que tu y crois, toi? Malheureusement, non. Je trouve que ce serait intéressant d'avoir parfois une jauge très basse et de faire rentrer des gens, quitte à ce qu'ils soient un peu éparpillés. Mais bon, je vois mal les choses évoluer dans le bon sens. Alors, la question qu'on peut se poser, effectivement, c'est un retour dans les stades possible, mais sans doute en configuration distanciée et assise, ce qui ne colle pas trop avec le mouvement ultra. Je pense que tu seras d'accord là-dessus aussi, Roland. Ouais, puis je crois que de toute façon, les Magic Fans et Green Angel avaient communiqué sur ça. Enfin, ils disaient qu'ils voulaient pas revenir dans les stades avec une jauge limitée qui ne permettrait pas de faire rentrer l'ensemble de leurs adhérents. Donc non, à mon avis, je suis d'accord avec Gruger. Un retour des ultras, donc déjà dans les stades, est complètement utopique d'ici la fin de saison. Et même un retour du public, ça me semble compliqué. Avec ce qui se passe en ce moment, j'ai pas l'impression qu'on va plutôt, qu'on aille vers une amélioration de la situation. Donc je vois mal les pouvoirs publics lâcher la bride à ce niveau-là.
Voilà, donc à suivre, mais effectivement, c'était une belle image qu'on a retrouvée du côté de Geoffroy Guichard la semaine dernière. Et donc, suite à cet événement, on a pu voir les images fournies par le club et cette déclaration, donc au moment de cet échange entre les joueurs qui sont venus à la rencontre, en quelque sorte, des supporters, cette déclaration du jeune Gournad Watts, donc, qui a dit, je cite, mon cœur bat très très fort pour eux, en parlant des supporters. Voilà une déclaration qui a dû, je pense, plaire à de nombreux supporters et je pense à vous aussi, les gars. Bah oui, moi je trouve que c'est une déclaration qui est pleine de fraîcheur et qui fait plaisir, hein, c'est sûr. Quand on a un gamin qui est formé au club et qui dit que son cœur bat pour les supporters, ça fait toujours chaud au cœur parce que c'est ce qu'on aimerait entendre à chaque fois. Et pas quelqu'un qui dit qu'il a fait fermer des bouches après un but ou quelqu'un qui fait une célébration de méchant après un but aussi. Donc voilà, enfin nous on demande pas grand-chose. On aime juste que les joueurs soient aussi un petit peu reconnaissants de l'amour qu'on peut leur porter, l'amour qui déborde hein, parfois, hein, qui tire aussi vers la haine. Hein. On ne cache pas que les joueurs se font un petit peu brocarder sur les réseaux sociaux à tort parfois, hein. Mais voilà, donc cette déclaration fait du bien et j'étais très content de la lire. Bon, bah voilà, c'est une belle déclaration en tout cas, comme tu dis, du jeune Gournat. Alors si on revient un petit peu effectivement plutôt au football, on a pu voir que sur le match contre Reims, Puel a pu compter sur un groupe presque au complet, ce qui est quand même rare pour être souligné, sachant qu'on a quand même pas mal souffert des blessures. Alors on a envie de dire que ça dure quand même depuis pas mal d'années, hein, mais en tout cas, c'était le cas contre Reims et ce sera très certainement le cas là contre Lorient. Ce week-end, un groupe quasiment au complet. Donc un vrai casse-tête en prévision pour Puel. Et je pense que ça va aussi rendre ses choix un petit peu difficiles. Je pense que tu seras d'accord, Gruger. Ouais, complètement. Et tant mieux pour nous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce luxe. Bon, si tout le monde est dispo, c'est pas tout le monde qui est dans le rythme. Je pense qu'un Red Sauce, un Gabriel Silva, Mané Paquet peuvent pas forcément prétendre à une titularisation. En tout cas, c'est clair pour les deux premiers cités. Bon, bah, ça va dans le sens aussi de Puel qui disait que il y allait avoir, avec les retours de blessures, ça serait une toute autre équipe et que aussi, sur le long terme, il veut réduire le nombre de contrats pro. Alors on va y revenir effectivement sur l'effectif de la saison prochaine qui commence un petit peu à se dessiner et votre avis là-dessus. Mais là par rapport donc au groupe, comme tu le disais, il y a des joueurs qui sont un petit peu plus éloignés en termes de forme physique comme Restos ou Gabriel Silva, mais on a pu voir que dans le groupe contre Reims n'ont pas été retenus également Monet Paquet et Rivera. Ce qui montre voilà alors j'ai pas envie de dire la qualité forcément, mais en tout cas la densité de ce groupe puisque donc beaucoup de joueurs disponibles. Seul Masson, blessé de longue date, et Amouma étaient encore à l'infirmerie. Et Roland, je pense que tu seras d'accord de ton côté, mais c'est vrai qu'avec l'élimination en Coupe de France, ça fait plus beaucoup les places vont être chères, quoi. Ah bah oui, on est d'accord, hein, ça fait beaucoup moins de matchs dans la saison. Maintenant, les matchs valent cher aussi, donc c'est pas inintéressant d'attaquer le dernier tiers de la saison avec un effectif quasiment au complet. C'est comme le disait Gruger, c'est pas quelque chose qu'on a connu depuis un moment. Et malheureusement aussi, l'effectif est à des niveaux qui sont quand même à des niveaux de forme qui sont quand même très disparates, comme tu le disais. Red Sauce et Monet Paquet sont pas capables de jouer 90 minutes, par exemple. Modeste, on a vu aussi qu'il sortait à chaque fois en cours de match, donc je pense qu'il est aussi un petit peu court physiquement. Et puis après, il y a aussi un gros souci d'efficacité devant, donc c'est pas non plus inintéressant d'avoir plusieurs solutions pour pouvoir justement faire sauter un verrou, quoi. Donc je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, il y a moins de matchs, c'est aussi un peu de leur faute, hein. Ils avaient qu'à pas se faire éliminer à Sochaux. Voilà, c'est comme ça. Il va falloir que Puel gère ça, mais maintenant, je pense qu'il préfère avoir ce genre de casse-tête plutôt que de devoir aligner des Camara en défense centrale parce qu'il n'a plus personne à la place, quoi. Exactement, je pense que c'est un luxe pour tous les entraîneurs. Et puis, comme tu le disais, l'élimination en Coupe de France à Sochaux. Et puis, par rapport à la dernière, donc le fait que la Coupe de la Ligue n'existe plus. Alors, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on
qu'on ne la regrettera pas cette compétition, même si on l'a gagnée en 2013, donc je fais attention à ce que je dis. Mais c'est vrai que, voilà, que du coup, ça fait moins de matchs pour un effectif. Alors après, il y a une petite statistique qui est intéressante, c'est de voir que l'AS Saint-Etienne, les 4 derniers buts, non, pardon, les 4 derniers buts, non, attends, je reprends ma statistique. Sur les 7 derniers buts, 4 ont été inscrits par des remplaçants. Ce qui signifie quand même qu'il y a un réel intérêt en tout cas pour les remplaçants en cours de match, et donc que Puel arrive pour le moment en tout cas à bien concerner tout son effectif. Alors justement l'effectif, tu en as parlé tout à l'heure, Gruger, l'effectif de la saison prochaine. Actuellement, la Saint-Etienne compte 48 joueurs sous contrat pro, ce qui est beaucoup quand on connaît aussi les conditions financières. Alors justement, toi, Gruger, par rapport à ça, comment tu commences un petit peu à envisager la saison prochaine ? Je vois déjà le club reprendre la suite de ce qu'il a essayé de faire au dernier mercato estival, à savoir se débarrasser des plus gros salaires, avec Kazri, Boudbouz en tête. Il faudra voir du coup comment ça évolue. Puis il y a pas mal de fins de contrat aussi, outre les prêts, genre Red Sauce, Modeste, qui ne seront pas conservés. Il y a Monet Paquet, il me semble. Ouais. Voilà. Et une des interrogations, ça sera alors le cas Bouanga. Je ne sais pas comment il compte gérer cela. Et aussi, faut déjà commencer à montrer les crocs pour garder Gourna, apparemment. Et oui, ça aussi, c'est ce qu'on a vu qui est sorti ces derniers jours. Là, c'est que le jeune Gourna suscite l'intérêt de pas mal de clubs européens. Donc, qu'est-ce qu'il va nous faire comme Fofana et nous filer entre les doigts ? C'est une possibilité, en effet. Et toi, de ton côté, Roland, sur cet effectif, on voit qu'il y en a beaucoup de joueurs qui sont prêtés actuellement. Je pense que ça va décrasser sévère lors du prochain mercato. Ouais, parce qu'après, on a 6 joueurs prêtés, donc Palencia, Nadé, Ghezali, Crasso, Diouf et Catranis. Donc ça fait pas mal. Et c'est surtout des joueurs qui ne jouaient déjà pas quand ils étaient au club. Donc je les vois mal revenir et gratter une place de titulaire. Donc à mon avis, ceux-là, soit ils seront prêtés de nouveau, soit ils seront libérés de leur contrat. Mais voilà, je pense que celui dont on aura le plus de mal à se débarrasser dans la liste dont je viens de parler, c'est Palencia. Puisque Palencia est arrivé sous printemps, donc il doit avoir encore deux années de contrat au moins. Et Crasso est arrivé au tout début de Puel, donc à mon avis, lui aussi il reviendra. Et puis Puel compte peut-être sur lui pour l'année prochaine. Mais pour tout ce qui est de Ghezali, Diouf, Catranis, à mon avis, on les reverra pas, quoi. Bon, en tout cas, ça montre qu'on aura largement l'occasion d'en reparler à l'occasion d'un épisode du FAP, mais ça montre tout le chantier qui attend les dirigeants stéphanois pour construire un effectif la saison prochaine. Et aussi malheureusement c'est une réalité aussi par rapport aux finances du club et aux quelques gros contrats qui sont encore un petit peu, j'ai envie de dire, qui restent de l'ère Gasset avec des joueurs comme Boudebouz et Kazri. Alors, messieurs, on va aussi parler donc du match qui nous attend là rapidement dimanche à Lorient. Une équipe en forme, même si elle vient de perdre là aujourd'hui mercredi, et pendant qu'on enregistre ce numéro, elle vient de perdre 1-0 à Nîmes, un concurrent aussi direct au maintien. Donc ça va pas être un match simple dimanche en Bretagne. Justement, toi, Roland, comment tu le sens ce match ? Bah, après, le fait qu'ils aient perdu contre Nîmes, pour moi, ça change rien parce que de toute façon, c'était un match en retard. Bon, ok, ça tombe au mauvais moment pour eux, mais une défaite tombe jamais au bon moment. Donc pour moi, ça change rien. Contre nous, ils allaient être très motivés aussi, puisqu'en fait, on se bat encore un petit peu dans les mêmes eaux. Et ils ont envie de recoller au haut du classement. Là, ça leur met un coup sur le crâne après plusieurs bonnes performances. Ils ont quand même été chercher un nul à Monaco quand nous on était allés gagner à Rennes. Donc ils menaient jusqu'aux dernières minutes. Ils se sont fait rejoindre dans les dernières secondes avec un but de Ben Yedder. Ils jouent plutôt pas mal. Ils sont plutôt en confiance. Et je pense qu'il faudra se méfier dimanche et pas les prendre à la légère parce qu'ils ont perdu en disant ils ont sans doute pris un coup sur le crâne, ils vont être démotivés. Non. À mon avis, ils vont nous attendre et il va falloir se préparer à un vrai combat là-bas. Ouais, surtout que
Voilà, c'est jamais des matchs Lorient, c'est toujours des matchs difficiles dans mon souvenir. Toi, de ton côté, Gauger aussi, tu t'attends à un match compliqué? Ouais, d'autant plus parce qu'ils ont perdu à Nîmes. Je pense que s'ils avaient gagné contre Nîmes ou s'ils avaient fait égalité, ça aurait été un peu plus tranquille. Je pense qu'ils vont être un peu plus revanchards en fait, avec l'envie direct de reprendre des points. Et puis il faut le dire, oui, effectivement, ils jouent quand même pas mal. Pélissier, donc leur entraîneur, fait bah, il a un projet assez clair, un peu à l'image de Puel en fait. On lui a laissé le temps et les choses sont en train de se mettre en place. Donc voilà, donc ce sera l'occasion de voir dimanche ce qui nous attend à Lorient et puis aussi de recroiser la route de Fabien Lemoine, même s'il joue un petit peu moins cette saison du côté de Lorient, mais ce sera toujours un plaisir de retrouver un joueur qui a largement contribué aux belles saisons sous l'ère Galtier. Voilà pour la fin de cette première partie du FAP consacrée à l'actualité. Et on passe tout de suite à notre deuxième partie, le débat tactique que vous nous avez demandé. Le combat tactique qu'il a mené avec l'Inter de Milan contre le Barça, il a fait jouer Eto'o arrière gauche. Tu t'imagines si avec un peu plus de culot, il terminait le match avec Eto'o dans les buts? Ah, voilà la petite référence à un discours de Roland Courbis lorsqu'il était sur le banc de Montpellier. C'était lors d'une conférence de presse où il avait évoqué, suite à ce match mythique, la victoire de l'Inter de Milan sur le terrain de Barcelone en Ligue des Champions, et où effectivement Mourinho avait fait jouer Eto'o arrière gauche et donc avait gagné le match. Donc voilà, donc ce débat tactique, et effectivement la question, est-ce que Claude Puel a le niveau de Mourinho? Donc c'est pour ça qu'on a appelé aussi cette partie Pep Glodiola ou Ghislain Pueltan. Donc effectivement, est-il un génie de la tactique, Puel, ou bien est-il plutôt au niveau de Ghislain Printemps? En tout cas, Roland et On Gauger, le salue. On on salue le salue. Ghislain. Et on peut d'ailleurs dire que c'est assez compliqué pour Ghislain et pour Jean-Louis du côté de Bordeaux, parce qu'on voit tout de suite que quand il y a un effectif un peu plus limité, ça se complique. Et que pour l'instant, ça s'est mal embarqué pour eux et ils vivent une saison compliquée, j'ai envie de dire eux aussi. Mais voilà. Ils ont un contexte qui joue vraiment contre eux et un vestiaire qui n'a pas l'air en dedans, quoi. C'est vrai, mais ça montre aussi que quand Gasset n'a pas le choix sur le recrutement, n'a pas l'emprise sur le recrutement, ça se complique un petit peu. Bref, donc revenons sur notre dossier tactique que vous nous avez demandé sur le jeu pratiqué par Claude Puel. Donc, comme je disais, Roland et Grugier ont vraiment travaillé le sujet en étudiant tout d'abord le nombre de fois que les systèmes tactiques 4-4-2, 4-2-3-1 ont pu être mis en place par Claude Puel. C'est une donnée intéressante, et là-dessus, Grugier, je te laisse développer. Oui, donc effectivement, les deux systèmes les plus utilisés ont été le 4-2-3-1 et le 4-4-2. Finalement, la défense à 5 n'a pas été utilisée tant que ça. Et puis bon, Puel a dû utiliser quelques autres options, soit pour tenter des choses, soit pour faire pour gérer des blessures. Je pense notamment au match contre Strasbourg et Lyon. Bon, en l'occurrence, c'était pas des blessures, mais le Covid. Donc pour le 4-2-3-1, donc il a été utilisé 11 fois, tandis que le 4-4-2 a été utilisé 9 fois. Et ce dont on se rend compte, c'est que le 4-2-3-1 a quand même mieux fonctionné. On a beaucoup plus de buts marqués, on a plus de victoires, et on a un goal average positif avec une différence de plus 4. Et tandis que le 4-4-2, là, on a beaucoup plus de buts encaissés par rapport aux buts marqués. Et on a une seule victoire pour 4 nuls, 4 défaites et un goal average négatif avec moins 7. Ce qu'on remarque quand même, c'est que dans le jeu pratiqué par Puel, on se rend compte que c'est finalement le 4-2-3-1 qui a été le plus efficace cette saison, hein, c'est ça? Ouais, clairement. Et au-delà de l'efficacité, on a l'impression que l'équipe est plus à l'aise en fait dans cette configuration-là.
Et alors, il y a une question aussi qu'on abordera tout à l'heure là, dans ce débat, c'est est-ce qu'on est meilleur à l'extérieur qu'à domicile? On a vu à Rennes où on a finalement utilisé un jeu un petit peu différent, où on a volontiers laissé le ballon. Ça aussi, c'est une donnée importante qu'on verra tout à l'heure. Dans le jeu pratiqué par Puel, quelque chose qui lui semble important, c'est le gardien, le poste de gardien de but. Où on l'a vu effectivement avec le cas Ruffier, un joueur pas forcément très à l'aise, ou en tout cas qui n'est pas connu avec comme qualité première le fait de relancer au pied. Donc là-dessus, encore Gruget, effectivement, beaucoup plus de jeu au pied avec un joueur comme Moulin, un gardien comme Moulin qui est plus à l'aise avec le jeu au pied, en tout cas pour la relance courte. Un peu plus à l'aise, ouais. C'est pas un de ses points forts non plus, mais je pense que c'est un gars qui est un peu plus ouvert à l'entraînement, hein. et tout simplement, je pense qu'il est plus appliqué dans ce secteur-là. Et moi, c'est Bagic que j'avais vu très bien dans ce domaine-là, que ce soit en Gambardella ou en préparation. On l'a pas vu contre Sochaux, malheureusement. Cette partie de son... Enfin, c'est cette qualité-là. Et puis, ouais, il y a une volonté de vite relancer pour ensuite partir en contre. Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi plus. Avant, Ruffier prenait un peu plus son temps. Là, on est un peu plus pressé, un peu plus dans les starting blocks. On avait vu notamment une action réussie de ce type avec une relance rapide à la main, une relance longue à la main de la part de Moulin en début de saison, qui s'était conclu par un but de Amouma, hein, c'est ça, une percée de Nordin. Donc ça, je sais pas si c'est pas contre Bordeaux d'ailleurs. Je sais pas si c'était pas Lorient à domicile, non? Lorient, tout début de saison. Je sais plus. En tout cas, voilà, une volonté vraiment dans le jeu de Puel, mais ça, c'était aussi quelque chose qui avait été identifié déjà dans les précédentes équipes qu'il a pu coacher. Bon, c'est aussi lié un petit peu au football moderne, hein. Il y a pas mal de coachs aujourd'hui qui utilisent ça. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans ce jeu au pied, moi, je remarque qu'il est quand même mesuré. Il est utilisé à bon escient et jamais... il met, je trouve, jamais en danger la défense, parce qu'il y a vraiment des coachs qui forcent l'équipe à relancer au pied, et je peux vous dire que vous serrez les fesses pour que... Voilà, les sorties de but sont jouées en relance courte. Là, Puel ne donne pas cette consigne, et je pense qu'il fait bien, parce que on n'est pas non plus une équipe qui a des défenseurs qui, on va dire, tous très à l'aise balle au pied. Enfin, je pense que c'est avec un peu de pressing, on pourrait se retrouver assez vite dans la panade. Donc je pense que c'est une bonne chose aussi de varier un petit peu et de pas compter que sur des relances courtes, à mon avis. Exactement. Alors justement, Roland, tiens, pour poursuivre, sur la défense, si on s'intéresse un petit peu à la défense et les joueurs que Puel a pu utiliser, là on voit qu'il s'est aussi pas mal cherché sur les systèmes. Ouais, il s'est pas mal cherché, mais en fait, moi quand j'ai regardé plus spécifiquement la défense, je pensais qu'il avait... beaucoup plus joué que ça avec une défense à 5. Donc Grugier, on a parlé un petit peu en intro, mais sur les 28 matchs qu'on a disputés jusqu'à présent, il a joué que 4 fois à 5 défenseurs. Donc c'est quand même pas énorme. Par contre, le bilan est quand même assez catastrophique avec ce système, puisque c'est une seule victoire pour 3 défaites. Donc une victoire à Metz et 3 défaites contre Paris et Sochaux en Coupe de France, et puis Nice aussi à la 7e journée. Donc pour le système, la défense, Puel privilégie clairement 4 défenseurs derrière. Et puis on a vu que dernièrement c'était comme ça aussi qu'il préférait jouer, même avec la recrue Pape Cissé. Justement au niveau des joueurs, on regarde aussi quels sont les joueurs qui sont les plus utilisés par Puel en défense. Alors c'est une petite surprise, mais Kolo Djezak est le joueur le plus utilisé par Puel en défense. Il a été un petit peu mis au placard dernièrement, mais avant, on va dire, sa récente mise au placard, il était quasiment titulaire à chaque fois. Donc c'est Kolo qui a été le plus utilisé avec 20 matchs. Ensuite, on a Moukoudi, donc ça c'est plutôt logique, puisqu'il fait quand même une saison assez solide depuis le début. Après, il y a Debuchy, donc le capitaine, qui en fait a loupé des matchs uniquement sur blessure, on va dire. Ça n'a jamais été vraiment un choix du coach de le laisser sur le banc. Quand il est là,
quand il est là, on gagne Ouais. de toute façon. Enfin, on ne perd pas en tout Oui, cas. ouais, il a un petit peu le rôle de talisman, hein, c'est sûr, hein. Il a été un peu en difficulté face à Reims, hein. J'ai vu que, enfin, Evect aussi notamment avait proposé un sondage sur le fait que, voilà, est-ce qu'il fallait proposer une prolongation à Debuchy parce que c'est en discussion en ce moment. Les résultats étaient, on va dire, à 80% pour une prolongation de Debuchy, mais voilà, Evect nuancé en disant que c'était pas forcément l'avenir et que si Masson revenait, bah, c'est pas sûr que Debuchy puisse jouer à son poste aussi souvent que cette saison, par exemple. Donc voilà, après, il faut aussi noter quand même dans cette défense le retour de Trauco, hein, qui était complètement, lui, hors du groupe en début de saison et qui est revenu petit à petit et qui s'est imposé. Et donc là, il en est à 15 matchs, donc c'est quand même pas mal. Et c'est intéressant par rapport à Troco parce que, comme tu le disais, en début de saison, il n'a pas du tout joué. D'ailleurs, Claude Puel, Oui, il je était... crois, lui avait Ah carrément oui, dit il comptait pas d'aller voir sur lui, ailleurs. hein. Tout Ouais, il à comptait fait. pas sur lui, Ouais, hein. Et c'est Trauco qui a dit non, mais moi, je veux Il s'est rester. accroché. Ouais, je préfère m'imposer à Saint-Étienne plutôt que de partir. Donc, Et c'est et louable de finalement, sa ça a part, payé, parce hein. Ça a que, payé. ouais, complètement. Complètement, parce qu'il est aussi beaucoup mieux. On le sent, il apporte vraiment sa qualité de passe. Et c'est un joueur moi le premier, j'étais un petit peu dubitatif sur son niveau, et qui a vraiment, enfin, ça fait plaisir de voir des joueurs qui progressent à vue d'œil, et c'est le cas. Ouais, tout à Donc, fait. il a vraiment progressé parce qu'il venait d'Amérique du Sud. Il a fallu qu'il se fasse à un nouveau continent, puis à une nouvelle façon de faire aussi en défense. Et il s'est vraiment amélioré dans ce secteur de jeu. Là où d'ailleurs Silva, au début, avait l'ascendant sur lui. Et lui, pour le coup, Silva, on le voit plus, quoi. Silva, je crois que c'est un problème vraiment par rapport à sa blessure, hein. Enfin, je pense Ouais, qu'il a ouais. du mal à revenir Ouais. et à mon avis, sa blessure est pas étrangère au fait qu'il soit mis à l'écart, hein. Je sais pas si on le reverra un jour jouer avec nous. Ouais, c'est dommage parce qu'il avait quand même une période où il était intéressant, mais ça Mm. commence à remonter un petit peu, effectivement. Et le dernier sujet sur la défense, c'est l'arrivée de Cissé qui a changé quand même pas mal de choses. Je pense qu'on peut noter que Claude Puel s'était rendu compte, on en a parlé lors du précédent FAP, mais d'un déficit de taille dans cette défense. On savait que Kolo Djedjak, comme tu le disais, qui a joué beaucoup de matchs, mais qui était vraiment en difficulté sur les duels aériens. Et depuis que Cissé est arrivé, a apporté vraiment, voilà, il prend tous les bancs de la tête. On a même vu que c'était lui qui était à la réception sur l'égalisation à Reims, hein, la réception du centre d'Aouchi, je crois, et pour la déviation à Moukoudi. Donc voilà, il apporte aussi ça, et c'est aussi la force de Puel de réussir à identifier comme ça des manques dans une équipe. Et je crois qu'il avait vraiment identifié ça, et on voit aujourd'hui le bénéfice que ça apporte à cette défense. Et on encaisse beaucoup moins de buts. Alors si on en vient au milieu, donc là aussi c'est intéressant d'avoir quelques chiffres. Je vous ai préparé pas mal de choses là-dessus. Du coup, Gruger, vas-y si tu veux nous expliquer ça. Ouais, il y a un chiffre des stats qui m'avaient interpellé. J'ai pas tout noté, j'ai pas noté la provenance de tout non plus, mais on voyait que les adversaires étaient plus agressifs contre Saint-Étienne par rapport à leur match contre d'autres équipes de Ligue 1. Et l'explication pourrait être que ils ont envie de nous rentrer dans le lard parce qu'on a pas mal de jeunes joueurs, donc ça peut être aussi une façon de nous mettre en difficulté. Il y avait aussi le profil physique de l'équipe. Au milieu de terrain, on a quand même surtout des petits gabarits. Et c'est vrai. on l'a dit avant l'arrivée de Cissé, on n'a pas d'armoire à glace. Enfin, on a Moukoudi. Mais sinon, il y avait un déficit en termes de taille au niveau de notre défense centrale. Donc évidemment, niveau défi physique, on avait un peu plus de mal à répondre. Et puis il y avait aussi effectivement, là j'ai pas le chiffre, mais j'ai l'impression en ayant revu des matchs là dernièrement que un joueur comme Neyou par exemple est notamment pas mal visé. Oui, tu as raison, ça je l'ai remarqué aussi. En tout cas, Disons ils essayent en début de saison, personne ne le connaissait, donc c'était difficile de le viser. C'est ça. Et après, ils ont vite compris en fait l'influence qu'il pouvait avoir dans le jeu. Et c'est sûr qu'ils se sont peut-être un peu plus concentrés sur lui. Et c'est pas non plus
on va dire, sans rapport avec le fait qu'on le trouve un petit peu moins bon, un petit peu en dedans C'est depuis vrai. quelques semaines. Bon, il a connu une blessure aussi, ce qui l'a freiné, mais il y a aussi le fait que le marquage est beaucoup plus serré autour de lui, hein, donc Ouais. Et c'est vrai qu'aussi dans ce rôle un petit peu qu'il avait, le rôle n'est pas le même quand il joue, quand Puel décide de jouer à deux milieux, donc quand il l'associe à mm, Camara, ou quand il joue à 3, où c'est effectivement Gourna qui joue plus bas. ouais, tout à C'est fait. ça. Il avait l'habitude de beaucoup redescendre près de notre charnière pour solliciter le ballon et il avait cette capacité en plus à se libérer du marquage et à même souvent se glisser dans le Avancer dos balle des au pied, ouais. ouais, et à avancer balle au pied et tout de suite chercher la verticalité, même s'il est arrivé qu'on le voit un peu temporisé parfois, mais il était extrêmement précieux dans ce rôle-là. C'est d'ailleurs pour ça que personnellement, je le voyais pas apporter beaucoup si Puel l'avançait. Et il a eu du mal je trouve, à se faire à ce nouveau rôle, mais bon, Alors, il m'a fait mentir. il y a un match où une ou deux fois où Puel a tenté de carrément Ouais, de de le le mettre mettre en en numéro 10. 10. Ouais. Ouais, carrément, ouais. Alors, Mais c'est pas une on a vu. réussite. Non, ça a Ouais, été une réussite sur une fin de match à Bordeaux, c'est ça. quand il marque ce but, où Mm. vraiment là, il a explosé. Mais je pense que c'était aussi lié à la fatigue côté Ouais, bordelais. il y avait ça aussi. Ouais. Ouais. Mais comme tu dis, Roland, on s'est rendu compte que ça n'a pas été un succès sur la durée, quoi. Puis elle est vite Bon, revenue là-dessus. en fait, enfin, je pense que le problème qu'a Neyou pour jouer à ce poste-là, c'est qu'il aime trop toucher le ballon. Quand on est numéro 10, on doit prendre la balle, prendre l'information de touche avant, et en fait, enfin, de passe avant, et puis lâcher le ballon tout de suite. Et lui, il aime bien toucher la balle, se retourner, regarder qui est autour de lui, avancer éventuellement un petit peu balle au pied. Mais je trouve que dans ce poste de numéro 10, il a pas forcément les qualités pour, on va dire, dans son jeu actuellement. Il faudrait qu'il l'épure un petit peu. Je dis pas qu'il n'en serait pas capable, hein, mais à mon avis, il n'a pas encore compris comment il fallait jouer à ce poste de numéro 10. C'est pour ça il est pas très à son aise. En même temps, c'est sa première vraie saison dans un club d'une élite. Et puis en plus, on peut pas dire qu'il a encore enchaîné les matchs en numéro 10. Mais je suis d'accord avec toi qu'il peut avoir cette capacité-là, mais bon, c'est pas ses qualités premières. Ouais. Et il peut évoluer dans le bon sens, ouais. Ouais, il est jeune, hein, il a 22, 23 ans. Donc, En effet. Donc, à suivre là-dessus. Mais là, c'est vrai que le milieu de terrain sous Puel a finalement été, alors avec quelques adaptations, mais c'est vrai que dans le choix des joueurs, on a bien vu que voilà, il faisait vraiment confiance à Camara et à Neyou. Et d'ailleurs, dès le début de la saison, on voit d'ailleurs que Camara était un choix en début de saison un petit peu discuté et qu'il est beaucoup moins maintenant, hein, aussi dans ouais. l'importance qu'il a au milieu. Hein. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que Gourna, qui faisait un très bon match contre Reims, ben c'est lui qui est sorti, parce que sinon, enfin, je voyais pas Puel sortir Camara, même C'est si ça. c'était le moins bon des trois avec Neyou et Gourna. Et il a choisi de garder Camara pour son profil, mais aussi parce que je pense qu'il lui fait confiance. Pour le coup, le pari a pas forcément peut-être été gagnant à 100%, mais oui, effectivement, Camara a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur. Alors le sujet suivant qu'on voulait aborder aussi dans cet épisode, c'était le pressing. C'est vrai que c'est aussi une donnée importante du jeu pratiqué et voulu par Claude Puel. Alors, un peu plus mitigé sur ce sujet-là, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que le pressing voulu, il a pas toujours marché. Il y a des fois où ça a très bien marché, hein, notamment voilà, à Rennes, contre Lille à domicile, à Nice aussi. Mais il y a d'autres fois où ça a été beaucoup plus compliqué. Roland, tu voulais un petit peu développer là-dessus? Bah, en fait, moi j'ai un peu de mal à voir. Parce qu'en fait, si je reprends le match de Reims par exemple, je trouvais qu'il n'y avait pas de pressing. Ou alors il était mal fait. Et alors que le match contre Rennes, j'avais vu vraiment des joueurs qui étaient. Alors c'est peut-être l'intensité aussi hein, qui fausse un petit peu ma vision, mais je trouvais qu'à Rennes, ils étaient beaucoup plus mordants. Le pressing était peut-être un peu mieux organisé, mais on récupérait la balle très haut et surtout on la récupérait dans des zones dangereuses. On arrivait vraiment à mettre Rennes en difficulté grâce à ça.
Contre Reims, on n'a jamais réussi à faire ça. On a joué à la baballe. Reims nous a un peu laissé le ballon, donc il n'y avait pas forcément besoin de les presser en même temps. Et du coup, quand on nous laisse la balle, on est un peu emmerdé. Donc, est-ce que Saint-Étienne n'est pas une équipe qui, devrait jouer contre des équipes qui aiment avoir le ballon et du coup pouvoir organiser un pressing autour de ça, plutôt qu'une équipe à qui on laisse la balle et qui doit faire le jeu. Enfin, Ce qui explique peut-être les bons matchs qu'on a vus cette saison contre les grosses équipes, en fait. C'est ça, c'est qu'en fait, on remarque que c'est les équipes qui devaient produire le jeu qu'on a le plus emmerdé en fait. Mais il y a beaucoup d'équipes qui sont dans ce cas-là, hein. Enfin, on va dire que c'est un peu la solution de facilité quelque part. C'est beaucoup plus facile de contrer, quelqu'un qui essaye de faire du jeu que de produire du jeu soi-même. Donc bon, je ne sais pas ce qu'en pense Gruget au niveau du pressing, mais j'ai un peu de mal à lire en fonction des matchs et en fonction de l'adversaire ce que veut faire Puel. Ce que tu dis sur le fait qu'on performe contre les gros, c'est vrai que moi, j'ai cette même impression-là. Enfin, c'est même pas une impression. Et ça explique aussi pourquoi Saint-Étienne est sans doute plus efficace à l'extérieur qu'à domicile, où ils sont un peu plus timorés. J'ai remarqué qu'on avait, par exemple, ce sont Bouanga et Amouma, nos deux meilleurs buteurs. Ils sont tous les deux à 4 buts. Et tu as Amouma qui en a marqué 3 à domicile, Bouanga qui en a marqué 3 à l'extérieur. Et derrière, tu as quelques joueurs. Tu as Camara qui en a marqué 2 à domicile. Et sinon, à l'extérieur, tu as Abi et un autre joueur, je ne sais plus. On est un peu plus tranchant à l'extérieur et contre les équipes qui font le jeu. Lorsqu'ils viennent à Saint-Étienne aussi, les gros, ils ont un peu plus de mal. Alors, ce qu'on a vu aussi dans le jeu de Puel, on a parlé du pressing, mais après, il y a aussi donc, du milieu et de la défense. Donc, le dernier point à aborder, c'est l'attaque, l'animation offensive. Et là, on se rend compte quand même que c'est un petit peu plus compliqué du côté de Puel. Il a essayé beaucoup de formules avec différents joueurs, à la fois en pointe, à la fois sur les ailes. On a l'impression qu'il laisse beaucoup de liberté dans l'animation offensive à ses joueurs. Ce qui peut être une bonne chose parce qu'on voit qu'ils peuvent occuper sur un match les différents fonds de l'attaque. Ils sont très libres. Mais finalement, on marque pas beaucoup de buts, Roland. Ouais, oui, après, c'est ce qu'on voyait à un moment, c'était symptomatique, c'est-à-dire qu'on jouait avec 3 milieux offensifs devant, et en fait, on se retrouvait avec l'attaquant de pointe, donc Amouma par exemple, qui dézonnait sur un côté pour venir chercher le ballon, créer un surnombre, c'est très bien, hein. Sauf qu'après, au centre, il n'y avait personne. Donc, ou alors, il centrait dans la mauvaise zone. C'est-à-dire que le troisième attaquant coupé au premier, il l'envoyait au deuxième. Donc, il y avait toujours un problème et on n'arrivait jamais à marquer. Donc oui, c'est bien de laisser de la liberté aux attaquants. Maintenant, c'est vrai que quand on a un point d'appui un peu fixe comme peut l'être Anthony Modeste, encore une fois, je pense que Modeste... avec un peu plus de réussite, il aurait déjà 1 ou 2 buts dans la musette et on n'en parlerait pas de la même façon. Mais c'est plus intéressant que ce que propose Anthony Modeste, même en ne marquant pas, que ce que propose par exemple Denis Bouanga quand il est aligné en pointe ou Wabi Kazri. Même si contre Rennes, pardon, ils m'ont fait mentir, hein, ils ont vraiment fait des super matchs, hein, les deux. Mais c'est parce qu'ils étaient aussi associés à quelqu'un qui pouvait tenir un peu la balle devant et justement occuper la défense. Et il y a aussi une donnée importante, c'est ce problème en fait quand on a un attaquant comme c'était le cas avant que Modeste arrive ou quand Albi ne joue pas, où on a finalement des joueurs qui ont plutôt un profil d'ailier qui jouent avant-centre, qui finalement dézonent énormément, et ce qui fait qu'on n'a jamais personne à la réception des centres. Et ce qui explique aussi pourquoi on marque finalement assez peu de buts. Oui. C'est le problème, hein. Vas-y, Gruget. Par rapport à l'animation offensive, je voulais revenir vite fait sur le pressing, parce que finalement les deux sont très étroitement liés, parce que nos attaquants, cette saison notamment, participent énormément à ce pressing haut. On en a parlé avec Roland juste avant. Et généralement, tu as un attaquant qui reste entre les deux défenseurs centraux, tandis que l'autre va au pressing, effectivement, individuel. Et il y a un ailier qui vient fermer de l'autre côté. Et dans le même temps, tu as notre milieu qui, effectivement, suit bien. Et généralement, les relayeurs sont en marquage individuel.
Et le récupérateur, donc soit Neyu, soit Gourna, selon la compo, se place un peu plus en retrait. Il a plus tendance à être sur les trajectoires potentielles. C'est à la fois un peu plus prudent au cas où on perd un duel, et c'est aussi un moyen de pouvoir contenir si l'équipe adverse passe notre premier rideau. Les relayeurs peuvent vite revenir. Et justement, lorsqu'une équipe passe ce premier rideau, tu as nos ailiers qui ont tendance à garder la largeur, et seulement après, ils vont colisser dans l'axe. Tandis que dans le même temps, les attaquants axiaux, eux, ils sont déjà redescendus densifier l'axe, et ça permet à nos relayeurs d'être très agressifs. Donc vraiment, cette saison, les attaquants font énormément de boulot. Je me demande quels sont les scores à l'entraînement de Bouanga, par exemple, en termes d'endurance. Parce que c'est vrai qu'il ne met pas un pied devant l'autre à certains moments. Et mais il a la caisse. Hein. Mais il a de la caisse. Et c'est pas étonnant qu'il est titulaire, parce qu'il fait des courses. Des fois, c'est très intense. Et c'est très répété. Donc, et aussi, il y a une autre chose, c'est que ce pressing haut, il nourrit pas mal notre défense également, parce que ça permet d'avoir des défenseurs centraux très agressifs aussi, qui remontent. Ça, c'est un truc que Puel aime beaucoup. Il le faisait avec Van Dijk à Southampton, et puis avec Maguire à Leicester. D'ailleurs, Puel est très très bon avec les défenseurs centraux, parce qu'on parle des 2 défenseurs centraux les plus chers de l'histoire. C'est vrai. Et pouvoir jouer Maguire, vu que j'aime pas mal United aussi, il est quand même bon. Hein. Pas mal décrié, mais pas mal de choses sont un peu injustes. Mais voilà, Saint-Etienne, souvent, on a donc Ukolo ou Moukoudi qui va suivre ce pressing et qui va aller soutenir son numéro 6. Et c'est très efficace. Ça nous permet souvent, lorsqu'on est dans un bon jour, de récupérer le ballon, quoi. Et lorsqu'on est dans un mauvais jour, par contre, ça ouvre une brèche dans notre défense. Ouais. Généralement dans le dos de Trauco ou de Buchy, ou du défenseur central lui-même. Sur le premier match de Cissé, c'est un peu ce qui s'est passé, puisqu'on a vu que Cissé était monté vachement haut, et il s'est fait prendre sur un mouvement. C'était contre quelle équipe déjà ? J'ai oublié le nom. Enfin bon, bref. C'était sur un pressing raté, et ça a ouvert une porte derrière, et il y a eu but. C'était Nantes, non ? Oui, c'était Nantes, ouais. Tout à fait. C'est ça. Ouais. Donc voilà, messieurs, il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur la tactique et sur les systèmes de jeu et ce que souhaite aussi Puel avec cette équipe. On a pas mal de choses qui commencent à se dessiner. Ce qu'on peut dire globalement, c'est qu'on a quand même une cohérence générale dans ce que veut faire Puel. Et on a vu, pour résumer, qui s'est pas mal cherché dans les systèmes, ça aussi comme beaucoup d'entraîneurs. Mais que on a aujourd'hui une vraie équipe, et aussi le fait qu'on ait beaucoup de blessures, mais on a une vraie ossature qui se dégage, et l'arrivée de Cissé qui fait quand même beaucoup de bien. Donc voilà, on arrive à la fin de ce FAP, de ce 5e épisode, et donc on va passer tout de suite au temps additionnel. Alors voilà, donc comme je l'ai dit, on arrive à la fin de ce Forez Academy podcast. Le temps additionnel est consacré un petit peu à la promo de nos différents, de ce qu'on propose à la Forez Academy. Donc vous pouvez retrouver sur le site orjeu.net bien évidemment les académies de Rennes et de Reims qui sont sorties. On vous met les liens dans le descriptif de l'épisode. Et on en profite aussi pour vous faire la promo du prochain numéro du Forez Academy Podcast, qui sera donc l'épisode numéro 6. Voilà, on peut d'ores et déjà vous annoncer qu'on abordera le thème de la formation stéphanoise avec notre invité mystère. Voilà, on voulait chercher qui ça peut être. Si certains ont des idées, eh bien, n'hésitez pas à nous proposer des noms sur Facebook, Twitter. Et puis si quelqu'un trouve le nom donc de cet invité mystère, eh bien, on trouvera bien un petit truc à lui offrir. Donc voilà, balancez vos noms. Ça sera juste un printemps.
Ah non, ouais. Bah, s'il faut parler football, je suis pas sûr que ce soit intéressant. Non, je plaisante quand même pas. Parlera tennis-ballon, c'est déjà bien. Ah, ça oui, ça par contre, on a affaire à un spécialiste. J'en profite pour vous rappeler également que vous pouvez retrouver sur Hors-Jeu tous les mardis à 11h le comité de vigilance médiatique. Et aussi, on salue également les autres académies qui sont disponibles sur Hors-Jeu.net et nos amis d'Arsenal qui proposent eux aussi leur podcast Boulet Rouge à retrouver sur leurs réseaux sociaux. Voilà, on va finir cette émission, voilà où je voulais en venir. On va finir par une rubrique un petit peu nouvelle, une rubrique jeu. Voilà, c'est une rubrique en hommage à l'émission Tapis Vert que certains ont peut-être connu sur Escape Station. Donc c'est les pronos. Voilà, donc l'équipe de la Forez Academy va donc pronostiquer les résultats des Verts sur les matchs qui se jouent dans l'intervalle entre deux épisodes. Donc il y a deux matchs, le match à Lorient et la réception de Lens. Et puis on fera un classement à la fin pour déterminer donc lequel de nous trois est le meilleur pronostiqueur du podcast. Voilà, on fera ensuite les comptes à la fin du championnat. Donc le prochain match, comme je le disais, c'est le déplacement à Lorient. Du coup, Roland, quel est ton pronostic ? Moi, je vais jouer l'offensive. Je vais miser sur une petite victoire 1-0. Ok, Gruger, pour toi ? Je vais dire une victoire aussi. Je dirais plus 2-1. Ok. Moi, je vais être... je vais rester aussi positif, en tout cas optimiste. Je vais dire une victoire 1-0, comme Roland. Voilà pour moi. Et ensuite, on enchaînera donc avec la réception de Lens. C'est un gros morceau, Lens qui fait une très belle saison. Donc là, moi, pour le coup, je vais être un peu plus pessimiste. Et je vais pronostiquer une défaite 1-0. Gruger ? Ouais, la même. À l'aller, on a perdu chez eux 2-0, il me semble. Ouais, avec l'expulsion de Colo. Ouais, oui, ce fameux match. Et celle de Kazri ? Oui. Non. Oui, on avait pris 2 rouges. Oui, c'est son retour, exactement. 2 rouges et 2 buts. Donc une défaite pour toi. Ouais, une défaite, clairement, ouais. Je vais dire 1-0. Et toi, Roland ? Ouais, compliqué. J'ai envie d'y croire et de pronostiquer un match nul 1 partout. Bon, il est plus optimiste que nous, notre ami Roland. Voilà, messieurs. On est trop d'accord avant. C'est ça. Voilà, merci messieurs. C'est la fin de ce FAP numéro 5. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et à rester bien évidemment à l'écoute ou en tout cas à nous lire parce qu'on vous proposera peut-être d'autres sondages prochainement pour voir les thèmes que vous souhaitez qu'on aborde dans l'émission. Merci de nous avoir suivis encore une fois. Salut Roland. Salut, merci à toi. C'était très bien pour une première. Moi, je me suis bien régalé en tout cas. Bon, merci à toi, c'est sympa. Et Gruger, à la prochaine. À la prochaine, avec plaisir, toujours. Merci à tous, et c'est une tradition. On se quitte comme à chaque fois avec la chorale de la Divette. Ciao.